Ok, ok, donc, parfait. Ok, donc pour ceux qui prennent la présentation en cours de route, je suis simplement au slide 4, j'avais oublié d'enregistrer avant. Euh, donc voilà, vous aurez simplement l'exemple empirique à revoir par vous-même. Bref, donc l'introduction, donc la méthode du contrôle synthétique a été développée dans un contexte assez précis, et je disais soit pour évaluer une politique publique, donc quelque chose qui a été mis en œuvre par un gouvernement de façon consciente, ou alors ça peut être un choc qui affecte un pays. Donc ça peut être une, euh, une catastrophe naturelle, ça peut être la hausse du salaire minimum, pas mal de choses comme ça. Donc enfin, il y a un nombre d'applications assez considérable et ça, c'est assez intéressant. Mais en fait, l'idée, c'est premièrement d'évaluer l'impact d'un changement macroéconomique qui affecte tous les individus d'un groupe donné. Donc en fait, c'est pas facile, dans ce contexte-là, vous voyez bien, de trouver des gens qui sont traités et des gens qui ne sont pas traités parce que tous les individus du groupe donné sont traités par définition. Et en fait, ce groupe, le genre d'application auquel on pense avec ces méthodes-là, c'est plutôt un État, une région ou une ville. Et donc, comme je disais, il y a des papiers qui appliquent cette méthode-là à l'ouragan Katrina ou à des histoires de salaire minimum, des trucs un petit peu plus exotiques, il y a des histoires de taxation et de migration des joueurs de foot. Il y avait l'impact de certaines lois sur la prostitution, des choses comme ça. Enfin bref, il y a vraiment une multitude d'applications et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, l'autre point, c'est qu'en fait, dans ce genre de contexte, l'intervention, elle affecte seulement un ou un petit nombre de groupes. Donc, il n'y a qu'un seul groupe traité, il n'y en a pas plusieurs. Donc, c'est en général assez compliqué. Quand on travaille avec un seul État américain qui a été traité, par exemple, il faut savoir quel est l'impact de la politique. Et les données sont mesurées à un niveau agrégé et pour un faible nombre d'unités. Donc, imaginez, en fait, vous avez vous avez les données sur les États américains, donc c'est que 50. Vous n'avez qu'un seul traité, par exemple. Mais par contre, potentiellement, vous observez des données tous les trimestres ou tous les mois ou tous les ans et sur un grand nombre d'années. Donc là, vous avez plutôt en fait des données de panel qui sont longues, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'individus, mais vous avez beaucoup de dates. Et donc ça, on peut s'en servir également, quoi. Donc là, ça va être la plus grosse partie. On va un peu le contexte et l'estimation, et notamment enfin, quel est cet estimateur du contrôle synthétique. Et ensuite, on fera une application empirique. On verra quelques avantages. Ensuite, comment est-ce qu'on fait des tests en fait dans ce contexte-là, parce que c'est un peu particulier. Et on terminera par une petite conclusion. Donc là, je vais essayer de ne pas aller trop vite parce que d'habitude, en fait, cette partie-là, je la fais au tableau en écrivant. C'est vrai que ça permet de poser un peu les choses. Donc, dites-moi si jamais il y a des choses qui vous échappent. Donc, le contexte, c'est qu'on observe n plus une unité à des dates qui vont de 1 à grand T. Et l'unité 1, c'est l'unité qui est traitée. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, c'est traité et E, à partir de la date T0, tandis que les unités 2 à n plus 1 ne sont jamais traitées. Donc, c'est les unités de contrôle. Quand je dis unité, en fait, ici, on pense à un État, à une région, à une ville, quoi. Donc l'unité 1, ici, ce serait Miami. Dans l'exemple précédent, et il n'y aurait que 5 unités, et les autres, c'est les villes témoins quoi, qui ne sont pas traitées. Et donc personne n'est traité jusqu'à la date T0, et à partir de la date T0, il y a uniquement l'unité 1 qui est traitée. Et donc les unités de 2 à n plus 1 sont jamais traitées. C'est ce qu'on appelle les unités de contrôle ou des unités témoins. Et donc là, c'est une notation normalement que vous devez connaître, qui est la notation selon les résultats potentiels. Donc YIT 0, c'est le résultat potentiel pour l'unité I à la date T si elle n'est pas traitée. Donc ça, YIT 0, dans l'exemple précédent, c'est le taux de chômage pour la ville I à l'année T si elle n'a pas subi un afflux de travailleurs. Et YIT1, c'est ce même résultat si elle est exposée à l'intervention. Donc ça, c'est le taux de chômage pour la ville I à la date T si elle a eu un accroissement du nombre de travailleurs important.
Et donc ça, c'est le problème en fait toujours de l'inférence causale, c'est qu'on n'observe jamais un même individu dans les deux états, quoi. Soit vous êtes traité, soit vous n'êtes pas traité, mais on ne peut pas vous observer à la fois traité et pas traité, quoi. Ça, c'est le gros problème. Donc, enfin, évidemment, si vous suivez un peu les débats sur la chloroquine, etc., c'est un peu le même type de problème, quoi. On ne sait pas ce qui serait passé si vous n'aviez pas pris le médicament alors que vous l'avez pris ou inversement, quoi. Donc là, c'est exactement pareil. On n'observe pas le taux de chômage si vous n'avez pas subi. Enfin, on n'observe pas le taux de chômage avec l'exode de Marielle par définition si vous n'avez pas subi l'exode de Marielle. Et donc pour chaque unité, on observe l'exposition au traitement. Donc je vais noter DIT et on observe en fait du coup un seul résultat, c'est YIT OPS. Et évidemment, c'est YIT OPS, c'est YIT 0 si vous n'êtes pas traité et YIT 1 si vous êtes traité. Et donc la quantité qui nous intéresse ici, c'est l'effet de l'intervention sur l'unité 1, puisque c'est elle qui est traitée. Donc on va la noter taux T, c'est YIT1 moins YIT0 pour toutes les dates après le traitement. Donc on s'intéresse uniquement à l'effet par exemple sur Miami et dans les dates qui ont suivi le traitement. Donc ça, c'est peut-être pour vous aider un petit peu à comprendre exactement le problème. En fait, on a un problème de variable manquante parce que si on regarde les données qu'on observe, alors on observe par exemple, c'est le taux de chômage. Ici, ce serait le taux de chômage de Miami à une date, à la date la plus récente. Ici, c'est le taux de chômage de Miami à une date la plus loin dans le passé. Le taux de chômage de la seconde ville à une date, à la date la plus récente, etc. Donc, si vous regardez ce qu'on observe, donc pour toutes les autres villes qui subissent pas l'exode de Marielle, on observe toujours le taux de chômage sans le traitement, par définition. Donc, en colonne, en fait, vous avez la série chronologique des taux de chômage. Ça, c'est pour toutes ces villes. Et pour Miami, en fait, c'est une nature un petit peu particulière parce que dans le passé, vous observez évidemment le taux de chômage sans l'exode de Marielle, mais après, vous observez que le taux de chômage avec exode de Marielle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème de variable manquante. C'est que cette matrice grand Y0, bah, pour Miami, dans la période après le traitement, on a des points d'interrogation. On ne sait pas ce qui se serait passé sans l'exode de Marielle. Et donc, l'idée du contrôle synthétique, ça va être de chercher à estimer ces grand T moins grand T0 éléments manquants, donc le haut de cette colonne ici, en prenant une moyenne pondérée des n éléments à la fin de chaque ligne. L'idée, c'est de faire une moyenne pondérée des taux de chômage dans les autres villes. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on résout ici le problème de variable manquante. Donc si vous regardez, ici par exemple, on cherche à estimer cette quantité-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une moyenne pondérée de tous les taux de chômage ici, quoi. Et donc comment est-ce qu'on va faire cette pondération? C'est l'objet du contrôle synthétique, c'est un petit peu particulier, donc pareil, il y a une faute de frappe ici, c'est estimation. Donc si vous prenez X-trit, c'est un vecteur de dimension P fois 1 de caractéristiques de l'unité traitée mesurée avant l'intervention. Donc ça, c'est des variables qui caractérisent en fait votre ville traitée avant l'intervention. Donc avant l'intervention, c'est important parce que l'intervention peut aussi changer ses caractéristiques, quoi. Par exemple, si vous incluez le taux de chômage passé dans cette matrice-là, bah, ça fait sens. Mais inclure le taux de chômage après l'exode de Marielle, bah là, ça fait pas sens parce que par nature, il a pu être changé par la politique économique, quoi. Enfin, par l'exode de Marielle ici. Et en fait, XC, c'est la matrice de taille P fois grand N contenant les mêmes variables pour les unités non traitées. Donc là, si vous ne voyez pas exactement comment ça se passe, XC, c'est les caractéristiques des unités qui ne sont pas traitées, qui sont en colonne. Voilà. Donc, haute notation, pour une matrice diagonale V carrée de dimension P, on note la norme de Z. Donc Z, ça va être un vecteur de dimension P aussi. J'ai oublié de le noter. C'est la racine carrée de Z' V de Z. Donc ici, c'est juste V, ça va être une matrice qui pondère, quoi. Elle est diagonale avec des éléments positifs sur sa diagonale. Et en fait, ça pondère plus ou moins les caractéristiques. Bon, on va en reparler.
Et donc, ce qu'on va considérer maintenant, on considère un vecteur. Donc, faites attention ici, je commence à oméga 2 jusqu'à oméga n plus 1, pas oméga 1, parce qu'en fait, ça va être des poids qui vont correspondre à chaque unité de contrôle. Mais ça, ce vecteur, il est bien de dimension n. Donc, on cherche n poids, évidemment, parce qu'on va chercher à repondérer les villes qui ne sont pas traitées. Donc, ce vecteur de poids, on va imposer deux contraintes. La première, c'est que ces vecteurs, ils doivent tous être positifs ou nuls. Donc, on veut pas enfin, c'est les éléments de ce vecteur, on veut qu'ils soient tous positifs ou nuls. On veut pas de poids négatif. Et il faut qu'ils somment à 1. Donc, c'est bon, plutôt logique quand on parle d'une moyenne pondérée. Ok, donc le contrôle synthétique, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? La solution du contrôle synthétique, on va chercher des poids qui visent à minimiser cette quantité-là. Quelle est cette quantité-là? En fait, c'est la distance en fait, entre les caractéristiques de la ville traitée et les caractéristiques pondérées des autres villes. Donc en fait, l'idée, ça va être de prendre une combinaison convexe des unités qui ne sont pas traitées, de sorte à coller au mieux aux caractéristiques de l'unité traitée. Et donc ainsi de la recréer. Donc c'est pour ça qu'on va dire contrôle synthétique. Parce qu'on va créer une ville synthétique qui n'existe pas, elle est créée de toutes pièces, mais en repondérant les unités qui ne sont pas traitées, de sorte à coller au mieux aux caractéristiques de l'unité traitée. Et évidemment, on veut que les contraintes précédentes, donc on veut que les poids soient tous positifs ou nuls et qui somment à 1, s'appliquent. Et donc, si ces caractéristiques-là, en fait, ça fait que vous êtes dans l'enveloppe convexe qui est définie par les unités de contrôle. Et donc, l'interprétation, en fait, bon, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est que l'unité synthétique, donc l'unité synthétique, c'est celle qui va être définie par les poids, c'est la projection de l'unité traitée sur l'enveloppe convexe définie par les unités non traitées. Et donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a ces poids, on peut calculer notre estimateur du contrôle synthétique. Donc, on prend le taux de chômage observé, par exemple, pour Miami, à la date T, moins le taux de chômage pondéré pour les autres villes à cette date T. Et donc, ici, avec la pondération qu'on aura obtenue ici, évidemment, sous les contraintes de positivité et de sommet à 1. Donc, voilà notre estimateur du contrôle synthétique, et c'est un estimateur qui a été proposé notamment par Abadi et Gardé-Azabal en 2003. Ça, c'était pour évaluer l'impact du terrorisme au Pays Basque, en fait, sur l'impact économique du terrorisme au Pays Basque. Vous avez ensuite Abadi, Diamond et Muller en 2010. Ça, on va voir l'exemple, en fait, c'est sur une loi des lois qui visent à lutter contre le tabac en Californie. Et en 2015, en fait, c'est sur l'impact économique de la réunification sur l'Allemagne de l'Ouest. Je vais regarder peut-être s'il n'y a pas des questions. Ça permet de faire une petite pause. Alors, hop. Alors, ouais, pas de questions. Ça me dit juste que l'enregistrement a démarré. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez prendre la parole ou je peux continuer? Non? Bon. Très bien. Bon, bah, je vais poursuivre. Alors. Ok, donc là on a vu grosso modo comment la méthode fonctionne à très gros traits. Et en fait, il y a plein de petits détails qui se posent ensuite. Mais j'imagine que la première question en fait, que vous avez, c'est en fait comment est-ce qu'on choisit X, comment on choisit ces caractéristiques qui vont servir en fait à modéliser l'unité synthétique. Donc X, il faut nécessairement que ça contienne des prédicteurs de la variable de résultat qui sont mesurés pendant la période précédant le traitement. Donc j'insiste sur le fait que ces deux caractéristiques doivent être mesurées dans la période avant le traitement, sinon vous biaisez vos résultats évidemment, quoi. Si vous incluez déjà, enfin il faut que les groupes soient comparables et a priori il ne faut pas regarder déjà ce qui s'est passé pour constituer vos groupes, quoi. Donc c'est comme imaginer si vous dites si vous choisissez déjà enfin si par exemple vous regardez déjà ce qui se passe, enfin par exemple vous administrez un traitement quelconque à des gens et pour comparer
vous regardez déjà dans la période après le traitement, par exemple, vous prenez que des gens qui vont très très mal, les gens qui sont morts, et ben si vous prenez que des gens qui sont morts et vous les comparez aux gens qui uniquement ont pris le traitement, vous allez dire, ah, mon traitement, il marche super bien. Regardez, quand je compare les gens à qui j'ai donné mon traitement et ces autres personnes-là, les autres personnes, elles sont toutes mortes et mon traitement, il a hyper bien fonctionné. Donc ça, en fait, bah, évidemment, c'est complètement biaisé, quoi. C'est pas du tout scientifique comme approche, quoi. Donc l'idée, là, il ne faut pas utiliser des caractéristiques qui sont mesurées avant le traitement. Pardon, après le traitement. Sinon, vous biaisez vos résultats. Je pense que intuitivement, ça devrait faire sens pour à peu près tout le monde, quoi. Donc, dans l'exemple de l'exode de Marielle, quelles peuvent être ces variables de résultats? Donc, on a envie de dire que c'est des variables qui vont affecter le taux de chômage. Donc, ça peut être des indicateurs démographiques, donc par exemple la répartition en termes de sexe de la population, en termes d'âge, aussi en termes d'éducation. Donc, est-ce que les gens sont plus ou moins diplômés? En termes de revenus moyens, est-ce que c'est une ville riche? Est-ce que c'est une ville pauvre? Etc. Donc, on a envie d'utiliser toutes ces caractéristiques-là pour caler, en gros, pour choisir une ville synthétique qui va être comparable au niveau de ces indicateurs-là, quoi. Et évidemment, l'autre grande catégorie de variables de résultats qu'il est important d'inclure, étant donné qu'on a un contexte de série temporelle, c'est très fortement recommandé d'inclure des variables de résultats pré-traitement. Donc, par exemple, ici, dans le cas de l'exode de Marielle, inclure le taux de chômage dans la période 75-79, en fait, ce serait important. Parce que là, on sait que c'est des bons prédicteurs du taux de chômage dans le futur, le taux de chômage que vous avez dans le passé. On a envie, en fait, de comparer Miami à des villes qui ont eu une évolution similaire du taux de chômage. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait, en fait, inclure la variable de résultat qui a été mesurée dans le passé. Et donc, en fait, si vous vous souvenez de votre cours sur la différence de différence, ça va être une façon de recréer l'hypothèse de tendance commune. Donc, parce que imaginons qu'on a un groupe de contrôle qui n'est pas du tout la même évolution dans le passé que votre individu traité. Si on inclut ces variables-là, par définition, vu comment on calcule nos poids, on va chercher à matcher la tendance du groupe traité. Donc, ça va permettre de recréer l'hypothèse de tendance commune, notamment si elle fait défaut. Et ça, on sait que c'est l'hypothèse cruciale pour que votre différence de différence marche. Donc, la seconde question, c'est comment est-ce qu'on choisit cette matrice V qui va pondérer en fait les caractéristiques. Donc, V, c'est une matrice diagonale où chaque élément, on peut dire, reflète l'a priori du chercheur concernant l'importance de chacune des variables pour l'intervention étudiée. Donc, par exemple, vous auriez envie de dire, dans le cadre de l'exemple de Marielle, bah, le taux de chômage, c'est hyper important, donc on veut reproduire des villes avec exactement le même taux de chômage, mais peut-être par contre que le revenu moyen par habitant, c'est moins important, ce genre de choses, quoi. Et donc, si le programme que j'avais écrit tout à l'heure, celui-là, quand votre matrice V est diagonale, en fait, alors hop, hop, il se réécrit comme ça, en fait. C'est juste, on pondère chacune des caractéristiques par un certain poids V. Et donc, en fait, on va utiliser la notation oméga étoile de V parce qu'en fait, évidemment, la solution, elle va dépendre de ce V-là, de la pondération que vous affectez à chacune des variables. Donc, ça peut être une façon de le faire. Ça peut être, je sais, moi, en tant que chercheur, quelles sont les caractéristiques qui importent. Donc, je donne des valeurs arbitraires à ce V qui sont plus ou moins relatives. En fait, tout est en relatif. Ou alors, en fait, il y a une méthode qui est beaucoup plus tournée vers l'utilisation des données, qu'on dirait data-driven en américain. Donc, l'idée, c'est que dans la littérature, en fait, il est proposé de choisir V1 jusqu'à VP, donc les éléments diagonaux de cette matrice V, en utilisant une espèce de minimisation imbriquée de l'erreur de prédiction quadratique moyenne sur la période pré-traitement. Donc, en fait, l'idée, ça va être de... donc, vous calculez vos poids qui correspondent à une certaine matrice V, et vous regardez si la tendance du taux de chômage, dans le cas de Miami, par exemple, elle colle bien sur la période avant le traitement. Vous allez comment dire, choisir votre V de sorte à obtenir un contrôle synthétique qui colle le mieux à la tendance du taux de chômage de Miami avant le traitement.
Et ça, en fait, ça va vous allez de quelque sorte optimiser pour avoir le meilleur fit possible avant le traitement et avoir un groupe de contrôle qui soit crédible parce que comme ça, vous pouvez dire, ah bah en fait, avant le traitement, mon unité synthétique, elle évoluait de la même manière que l'unité de contrôle. Et donc ma comparaison est crédible et j'ai vraiment un effet qui est le plus possible, enfin le moins biaisé possible et le plus proche de la réalité, quoi. Et en fait, il est aussi possible, là on utilise toutes les périodes de, de comment dire, pré-traitement, mais il est aussi possible d'utiliser une sorte de validation croisée, en fait, en découpant la période avant le traitement en deux, en une période d'entraînement et une période de validation. Donc en fait, pour chaque matrice V, ensuite vous calculez vos poids en utilisant dans vos X uniquement des variables de résultats mesurées pendant la période d'entraînement. Vous ne prenez pas l'espèce de seconde période qui est entre juste la période de validation. Donc celle-là, vous ne l'utilisez pas. Donc, par exemple, imaginons que pour Miami, vous utilisez les données de chômage en 75, 76, 77 pour la période d'entraînement. Et après, pour la période de validation, vous utilisez 78 et 79. Donc là, en fait, dans vos X, vous mettez le taux de chômage que de 75 à 77. Et après, vous choisissez V en fait en minimisant cette quantité-là, mais calculée uniquement sur la période de validation. Donc, ici, sur le taux de chômage entre 78 et 79. Quoi. Et l'idée de ça, en fait, c'est de dire, bah, sur cette période, c'est pour pas faire du surapprentissage. Donc vous choisissez V, pas sur un truc, enfin, pas sur vos données que vous avez déjà utilisées pour calculer vos poids, mais sur d'autres données. Et en fait, évidemment, avant le traitement, il doit être zéro parce que personne n'est traité. Donc ça vous permet pardon, de choisir V. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hop, je regarde le chat. Pas de questions. Hop. On continue. Hop. Ok, donc ça c'était pour choisir X et V. La suite, donc on va parler d'un exemple. Ça c'est l'exemple le plus probablement le plus connu en fait pour cette méthode du contrôle synthétique. C'est un programme de lutte contre le tabac en Californie. Donc en Californie, en janvier 89, en fait, est rentrée en application une loi qui s'appelle la Proposition 99. C'est l'un des premiers grands programmes de lutte contre le tabac à grande échelle. Et donc, qu'est-ce que ce programme contenait? Il contenait notamment l'augmentation du prix du paquet de cigarettes de 25 centimes, le financement de campagnes anti-tabac, etc., quoi. Et donc, l'idée, c'est de mesurer l'impact de ce programme-là sur la consommation de tabac par habitant. Et donc, évidemment, il n'y a que la Californie qui a été traitée et pas les autres États américains. Et l'idée, en fait, c'est de produire ce qu'on va appeler une Californie synthétique en pondérant les États qui n'ont pas changé leur législation contre le tabac. Donc, évidemment, si à côté, vous avez un État, je ne sais pas, par exemple, le Nouveau-Mexique, qui a également changé ses lois je sais pas, qui a changé la régulation du tabac en même moment, bah, ce n'est pas un bon État témoin, parce que lui, il a aussi des effets attendus de sa politique, il a un comportement particulier. Donc ça, ce n'est pas un bon État témoin. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne va pas comparer la Californie aux 50 autres États restants. Mais dans l'exemple, en fait, il reste 38 États parce qu'une fois qu'on a enlevé tous ceux qui ont changé leur législation contre le tabac durant la même période, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on met dans les caractéristiques sur lesquelles on va caler la Californie? Donc, il y a le prix du paquet de cigarettes, le log du PIB par habitant, le pourcentage de la population âgée de 15 à 24 ans, la consommation de bière par tête. Donc, tout ça, c'est des moyennes sur 1980-1988. Donc, vous voyez, c'est avant que le traitement ait lieu, parce qu'il a lieu en 89. Mais aussi, donc, comme je vous disais, on prend la consommation de tabac par habitant de 70 à 74, 80 et 88. Donc ça, en fait, c'est votre variable de résultat mesurée dans le passé. Et donc, on veut, en fait, comparer la Californie à un état synthétique qui va avoir une tendance à la consommation de tabac similaire, en fait, dans le passé.
Donc ça, si jamais vous voulez aller voir l'article original, la référence est ici. Alors, donc si vous regardez, en fait, je vais juste vous montrer les graphiques. Donc c'est exactement la méthode dont je vous ai parlé qui a été appliquée. Donc là, vous graphez vos données. Donc ça, vous regardez l'axe des X, c'est l'année. L'axe des Y, c'est la consommation de cigarettes en termes de paquets de cigarettes par tête. Donc ça, c'est simplement un graphique de la série temporelle en Californie. Vous regardez, c'est la ligne noire continue ici, enfin pleine du moins. Le passage de la loi, c'est ici en 1989. Peut-être qu'ils ont pris 88 en fait pour éviter les effets d'anticipation, je ne sais plus bien. Non, c'est 89, pardon. Donc c'est ici, à partir de 89, la Californie n'est pas traitée et le reste des États-Unis l'est. Et ici, c'est la moyenne de la consommation de tabac dans les autres États américains. Donc ici, si vous êtes quelqu'un qui veut faire de la différence de différence, bah, vous regardez ce graphique et vous dites, bah non, on ne peut pas faire de la différence de différence, simplement parce que la tendance en Californie et dans le reste des États-Unis, bah, elle est clairement pas, c'est pas la même. Donc vous regardez, la Californie, déjà, à partir de 75, ça baisse beaucoup plus que dans le reste des États-Unis. Et donc là, si on prend la différence entre les deux, c'est probablement pas crédible. Et on n'a pas envie de dire que le reste des États-Unis, pondéré de façon uniforme, c'est comparable à la Californie. Mais par contre, quand on applique notre méthode et qu'on repondère les autres États, on arrive ici à avoir quelque chose qui est quand même extrêmement comparable à la Californie, avec une tendance, et plus qu'une tendance, même le niveau avant le traitement, qui est très similaire ici. Donc, si vous regardez ici cette Californie synthétique, elle évolue de façon comment dire, très similaire à la Californie avant le traitement. Donc, on a envie de dire que c'est un contrefactuel crédible. Et ensuite, l'impact de la politique, ça va être mesuré ici en prenant la Californie moins la Californie synthétique. Et donc, vous voyez l'écart entre les deux courbes, ça mesure l'impact de la proposition 99. Et donc, l'idée, si vous regardez dans les années 2000, bon, à vue d'œil, c'est un peu dur comme ça, mais c'est à peu près, en gros, moins 30 paquets de cigarettes par tête et par habitant par an. Ici, en 2000, l'impact de la politique. Donc là, ici, c'est juste la Californie versus la Californie synthétique. Et donc, ça, c'est la différence des deux courbes. Donc, vous voyez ici, il n'est pas censé avoir d'effet avant la politique. Là, c'est parce qu'on ne reproduit pas très bien la Californie. Et donc, on voit bien en fait qu'au passage de la politique, il y a un déclin en fait de la consommation de cigarettes en Californie. Du moins, en fait, l'impact, il y a un impact quoi, de cette loi a priori. Enfin, l'estimateur dirait qu'il y a un impact. Maintenant, vous savez très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut faire des tests, des intervalles de confiance pour voir s'il y a vraiment un impact. C'est ce dont on va parler. Mais en tout cas, à vue d'œil comme ça, on voit quelque chose qui décline et on se dit que c'est plutôt crédible en termes d'estimation puisqu'on arrive à reproduire la Californie avant le traitement. Et donc, si on regarde, en fait, ça, c'est les variables qu'on a utilisées pour calculer nos poids. Donc ça, c'est la Californie. Donc vous regardez, ça, c'est les caractéristiques de la Californie avant le traitement. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques qui ont été utilisées. Si vous prenez votre moyenne simple des 38 États, bah, ce n'est pas très comparable quand on regarde, notamment ici. Par contre, quand on fait la même chose pour la Californie synthétique, on voit que c'est très comparable. Notamment ici, la consommation de tabac, c'est quasiment la même en fait avant le traitement. Et par contre, le log du PIB, c'est pas exactement pareil. C'est un peu différent, mais en fait, si on regarde dans le détail les données, on peut voir qu'en fait, ils ont choisi cette matrice V pardon, de pondération un peu, comment dire, avec une méthode data-driven. Et ils considèrent que cette variable-là, elle n'est pas importante en fait, pour prédire la consommation de tabac. Autre point important, ouais, avant que je passe à la suite. Donc, donc vous voyez bien, on repondère. Ce qui est intéressant en fait dans cette méthode, c'est qu'on repondère avec des poids qui sont positifs et qui somment à 1 les autres états. Donc on peut en fait aussi produire un discours qualitatif parce que donc, ce qu'on peut montrer en fait, c'est que souvent la solution, elle va être sparse ou parcimonieuse. Donc ça veut dire qu'on va utiliser seulement un petit nombre d'autres états
pour reproduire la Californie. Ici, dans ce contexte, je crois qu'il y en a 5. Il me semble qu'il y a, enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, mais donc il y a 5 États. Et donc ça ouvre aussi la possibilité de discuter de façon qualitative ces résultats et de dire, bah, par exemple, enfin, que le contrefactuel de la Californie, il est composé de tels et tels États. Et si vous êtes un chercheur qui a une connaissance en fait sur la législation ou sur les spécificités de ces États-là, bah, on peut confirmer que c'est crédible ou infirmer que c'est crédible. Par exemple, en disant, je sais pas, en fait, non, tel État, en fait, il n'est pas bon parce que lui, il a eu des petits changements de législation, donc ça conduit à des résultats qui peuvent être un peu biaisés, etc. Donc ça, en fait, c'est une discussion que vous pouvez avoir simplement en sortant les poids et en regardant ce que ça donne. Quels États sont utilisés comme contrefactuel de la Californie, quoi. Donc ça offre une certaine transparence. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Hop. Ok, donc quels sont les avantages de cette méthode? Je vous en ai déjà juste touché un petit mot à l'instant. Donc si on regarde, par exemple, une alternative, ce serait les moindres carrés ordinaires. En fait, on n'est pas obligé de faire du contrôle statistique quand on a ce type de problème. On pourrait utiliser d'autres estimateurs. Et par exemple, pour la date d'intervention T, on pourrait régresser euh, par exemple, la consommation de tabac dans tous les autres États qui n'ont pas subi l'intervention sur les caractéristiques qu'on a choisies. Ça donnerait la régression suivante. Donc, vous faites la régression uniquement pour les États qui n'ont pas subi la politique et vous faites une régression par date et vous régressez simplement la consommation de tabac sur les caractéristiques de ces États-là. Et donc, si vous faites ça, en fait, vous estimez simplement ça par MCO et vous utilisez le contrefactuel. Donc, vous appliquez en fait les poids que vous avez pour la date T, enfin le coefficient que vous avez pour la date T à, aux caractéristiques de l'individu traité. Donc ça, simplement, j'ai mis une petite barre pour dire qu'il y avait une constante en plus ici. Bon, c'est juste pour être correct avec les notations. Donc là, une fois que vous avez ces coefficients pour chaque date, vous les appliquez à l'individu qui est traité et donc vous obtenez une estimation de ce qui se serait passé pour un individu avec ces caractéristiques-là quand il n'y a pas eu la politique. Donc là, ça, si vous regardez un peu cette formule-là, que vous la développez, donc vous savez que l'estimateur des moindres carrés, c'est x'(x-1), x'(y). Ici, il y a des petites histoires de transposition parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, j'ai utilisé la matrice transposée de celle qu'on utilise habituellement. Enfin, vous pouvez faire les calculs, hein, mais ce sera la même chose. Mais vous regardez en fait ici, si on transpose ça, c'est bien x'(x-1), x'(y), avec les notations, si on utilise les notations classiques, encore une fois. Et donc, quand on regarde cette formule-là, en fait, on peut voir qu'en fait, ça revient à également pondérer les autres États qui n'ont pas subi le traitement par un certain jeu de poids ici que je vais appeler W-reg. Et donc W-reg, ça ressemble exactement au truc du contrôle statistique. Donc en fait, c'est de façon cachée dans les moindres carrés ordinaires, il y a une pondération des États qui n'ont pas été traités. Et donc en fait, sauf que dans les moindres carrés, c'est quelque chose qui est caché. Et donc, en fait, ça revient plus ou moins à faire la même chose, mais c'est pas fait de la même façon. Mais il s'est caché, et donc là, on peut regarder un peu ce qu'il y a derrière ces poids. Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que ceux du contrôle synthétique? Donc en fait, si on regarde ça, on peut remarquer qu'en fait, les poids, ils vont aboutir, si on fait ce petit calcul-là, quand on repondère les caractéristiques des individus qui ne sont pas traités, on va avoir exactement les caractéristiques de l'individu qui sont traités. Et donc ça, on peut dire, ah, bah, c'est bien, on reproduit les caractéristiques de l'individu traité. La seule différence, c'est que ces poids peuvent avoir des éléments négatifs. Donc ces poids, ils vont aussi se sommer à 1 parce que s'il y a une constante, donc, si vous regardez avec la première colonne, en fait, ça va faire somme à 1 égale 1. Donc vous avez la somme des poids qui vaut 1. Donc ça répond à comment dire, ça remplit la même contrainte que la contrainte de sommer à 1, mais par contre, il peut y avoir des éléments négatifs.
Et en fait, c'est des éléments négatifs. Ça veut dire qu'on peut sortir du support des données simplement par le jeu des moindres carrés ordinaires. Et donc, on a une moindre visibilité sur ce qu'on fait exactement. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, le contrat synthétique par rapport à cette pondération, la première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas d'extrapolation, en fait. Puisque les poids sont positifs pour le contraste synthétique et ils somment à 1, il n'y a pas d'extrapolation hors du support des données. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour votre contrefactuel, vous n'allez jamais donner une valeur qui est plus petite que le minimum ou plus grande que le maximum dans les données que vous avez observées. Et ça, en fait, c'est quand même un petit peu une sécurité parce que c'est toujours un peu dérangeant en fait, d'aboutir avec des valeurs qui sont hors du support des données. Ça laisse quand même penser qu'il y a certaine extrapolation. Et donc, en fait, comme vous extrapolez, c'est uniquement votre modèle qui vous donne votre réponse. C'est la façon dont vous extrapolez qui va guider en fait le contrefactuel et c'est pas vraiment ce qui est dans les données. Donc ça, c'est toujours un petit peu dérangeant en fait de faire de l'extrapolation. Et ça, c'est vrai en fait, quel que soit c'est un truc qui est général en fait. Ça peut être un problème de faire de l'extrapolation. Donc quand on n'a pas de données dans certains supports, bah toujours compliqué de dire quelque chose et souvent ça répond ça repose en fait sur votre modèle plus que sur vos données. Donc ça, c'est un premier avantage pour le contraste synthétique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine transparence de l'appariement ou du fit. C'est-à-dire que la pondération dans l'estimateur des MCO, elle est cachée. Pareil, là, il manque un E. Je traduis les slides de l'anglais assez rapidement, désolé. Donc c'est caché et le fit, en fait, il est nécessairement parfait, en fait. Tandis que cela, en fait, c'est rendu apparent pour le contraste synthétique. Et en fait, le fit, il peut ne pas être parfait. Donc, imaginons en fait que la Californie, elle était vraiment trop différente des autres États, qu'elle n'était pas du tout dans l'enveloppe convexe de ces États, bah, vous ne pourriez pas avoir un fit parfait, parce que les poids, ils sont contraints d'être positifs. Et donc, si c'est le cas, si vous faites une application où vous utilisez le contraste statistique et que vous avez des poids qui font, enfin, si vous calculez la meilleure combinaison de poids possible de sorte à reproduire les caractéristiques de votre état ou de votre ville, et qu'en fait, quoi qu'il arrive, vous n'arrivez pas à reproduire ces caractéristiques-là, bah, c'est probablement qu'en fait, il ne faut pas le faire. Et c'est probablement que votre ville, elle est juste trop extrême, elle est trop différente de tout le monde pour être évaluée comme ça. C'est-à-dire que probablement, on ne peut rien faire parce que c'est un traitement ou c'est un choc économique qui s'est appliqué à un État qui n'a pas de comparaison. Donc, c'est toujours pareil. Hein, j'en reviens à l'analogie avec les espérances randomisées. Vous voulez des individus qui soient comparables. Et si vous faites un traitement qui est sur les gens obèses, par exemple, vous n'allez pas comparer ça à des gens qui sont tous à un IMC inférieur à 25. Quoi. Ça n'aurait pas de sens. Donc là, c'est pareil, en fait. Si vous avez une ville ou un État qui est trop différent des autres, même le pronostic, ça paraît un petit peu magique. Hein. On a vu avec cette courbe qui fit parfaitement. Mais en fait, si dans vos données, vous n'avez pas quelque chose qui permet de fitter parfaitement, bah, en fait, c'est que c'est trop différent et c'est que ça ne mérite pas d'être utilisé. Vous allez avoir un énorme biais ensuite dans vos résultats. Le troisième avantage, en fait, c'est que ça peut être ce qu'on peut dire un garde-fou contre la recherche de spécification. Donc, si vous avez vu, en fait, les poids, ils sont calculés sans utiliser les variables de résultat après le traitement. Donc, en fait, ce qui peut être pratique, en fait, ça peut être de dire, bah, au niveau d'un gouvernement, dire, je vais lancer cette politique économique-là, je calcule mes poids avant de lancer la politique économique, je m'engage sur ces poids-là, je ne vais pas les changer après. Et ensuite, au fur et à mesure des années ou des mois, je vais collecter mes résultats et je vais appliquer ces poids-là pour avoir le contrefactuel. Donc, en tout cas, cette méthode-là, elle permet elle ouvre la porte, en tout cas, à se lier les mains pour dire, bah, je vais calculer mes poids avant, jamais regarder les résultats. Enfin, mais pour calculer les poids, je ne vais jamais regarder les résultats après le traitement. Je vais simplement pondérer ensuite les données après le traitement pour obtenir la valeur de mon résultat. Mais je ne vais pas m'engager en fait à faire de la recherche de spécification. Enfin, pas m'engager, mais je ne vais pas me lancer dans la recherche de spécification de sorte à avoir un impact du traitement qui colle en fait à mes convictions ou à ce que je cherche à montrer. Quoi. Donc, c'est un moyen en fait d'être un petit peu plus agnostique et un petit peu plus rigoureux
dans les résultats que vous produisez. Et donc ça, c'est le dernier argument, c'est ce dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, c'est la parcimonie et la transparence du résultat, notamment parce qu'en fait, vous allez aboutir à un vecteur de poids qui est parcimonieux, donc seulement un petit nombre de villes témoins, en gros, vont avoir un poids positif. Donc ça permet de discuter qualitativement les résultats. Donc, je crois que dans le cas de la Californie, là, ils n'utilisent que 50 États pour construire la Californie synthétique. Et donc là, ça ouvre la porte à discuter qualitativement des résultats et dire, bah oui, ça fait sens de pondérer fortement tel État puisqu'il était semblable, etc. Et inversement, moi, il me semble que j'avais vu, c'était au Trésor, je crois, ils avaient fait le contrôle. Enfin, il y a des gens, du coup, c'est un peu populaire, les gens ils utilisent ça, ils se croient un peu cool à faire ça. Mais en fait, il y a des cas où ça ne s'applique pas du tout. Et moi, j'avais vu, je crois, un truc sur la France ou sur l'Europe. Et en fait, ils faisaient du contrôle statistique et ils aboutissaient à comparer la France à des petites îles du Pacifique ou un truc comme ça, ou pas la France, ou un autre pays. En tout cas, c'était complètement absurde parce ça aboutissait à, peut-être que dans les données, ça marchait bien, mais ça aboutissait à pondérer des États qui n'avaient juste rien à voir avec le pays qui faisait l'objet de la mesure. Et en fait, c'était un peu absurde, quoi. Et donc, en fait, quand il y a ça, en fait, ça permet aussi de questionner les résultats et c'est plus juste une boîte noire qu'il y a. C'est de dire, bah non, mais là, par exemple, je pense que ces résultats, ok, ils peuvent être beaux sur le papier, mais est-ce que ça a vraiment du sens de comparer, je sais pas, l'Allemagne avec une petite île du Pacifique, même si dans les données ça match, bah là, peut-être que non, quoi. Donc en fait, c'est intéressant pour cet aspect-là, quoi. Avant d'attaquer la dernière partie, je regarde si vous avez des questions. Euh, comment on fait? Ok, pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en attente, est-ce que ça veut dire que tu veux prendre la parole? Je sais pas. Est-ce que comment on fait? Non, je sais pas. Ça... Est-ce que vous avez... Non, pas de questions, des questions? Ok, bon. Est-ce qu'au moins vous pouvez parler ou pas? C'est juste que vous n'avez pas de questions. Bon, je sais que vous pouvez utiliser le chat en tout cas. Non, non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de questions, je pense. Enfin, c'est plutôt clair. Ok, bon bah nickel, ouais, ouais, ça me rassure un peu. Parce que je savais pas en attente, là, si c'est en attente de prise de parole ou si c'est autre chose. Ok. Bon, en tout cas, on va poursuivre. Allez hop, activer le mode plein écran. Donc on a vu comment est-ce qu'on faisait l'estimation en fait dans toutes ces histoires. Maintenant, c'est toujours un peu maigre pour conclure à ce qu'on ait un effet. Et on va vouloir faire de l'inférence. Donc là, en fait, ce qu'on a pu voir, en fait, il y a deux types d'aléas qui affectent l'estimateur. Donc le premier, c'est toujours pareil, en fait, c'est l'aléa d'échantillonnage qui affecte la mesure du résultat. Donc en fait, dans la plupart de vos applications, en fait, vous observez jamais vraiment. Enfin, en général, on a de l'incertitude sur le fait qu'on a un échantillon, on n'a pas toute la population. Et donc ça, c'est l'incertitude que vous reflétez assez classiquement dans vos intervalles de confiance quand vous avez des données individuelles, quoi. L'autre aléa ici, c'est l'aléa sur l'assignation du traitement. Donc on ne sait pas qui est traité et on ne sait pas si... Enfin, c'est toujours un petit peu... si le groupe de contrôle qu'on utilise est le bon, quoi. Et en fait, ici, puisqu'on a les données agrégées, on peut dire que l'échantillonnage est plutôt faible. Donc le premier aléa, on n'a pas forcément envie de l'utiliser, enfin de le considérer. Notamment si vous travaillez avec des données de type comptabilité nationale, où vous avez le PIB pour la France, machin, bah, cet aléa-là, de toute façon, il va être dur à utiliser et c'est peut-être pas celui-là qui vous intéresse. De même pour la consommation de tabac en Californie, en fait, c'est des données qui sont fournies par l'administration parce que c'est réglementé en fait la consommation de tabac. Donc en fait, vous observez de façon exhaustive
surtout de la consommation de tabac, quoi. De manière générale, quand vous avez des données qui sont de source administrative, vous pouvez observer la quantité agrégée sur la population quasiment sans erreur, quoi. Ou des erreurs très faibles, parce que c'est pas des sondages. Par contre, l'aléa, en fait, ça vient pas mal de l'assignation au traitement. Donc, on veut refléter cette incertitude-là, celle qui est liée à l'utilisation d'un groupe de contrôle. On ne sait pas exactement si c'est le bon, etc. C'est ça qu'on veut refléter. Donc là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle le test de Fisher. C'est pas du tout le même test de Fisher que vous avez pu voir en stats. En fait, Fisher, il a fait pas mal d'autres choses dans sa vie. Ça, c'est des tests de permutation, en fait. Et donc, en fait, cette test de Fisher, ça permet de tester l'hypothèse nulle stricte d'absence d'effet total. Donc ça, c'est à ne pas confondre avec l'hypothèse d'entraînement nul en moyenne. Donc le traitement nul en moyenne, ça voudrait dire que, OK, il y a des gens qui sortent positivement affectés du traitement, des gens qui sortent négativement affectés du traitement, mais en moyenne, il est nul. Ici, ce serait l'hypothèse nulle qu'on cherche à tester, c'est le traitement n'a pas d'impact du tout, quoi. Et donc, simplement pour vous donner l'intuition de ce type de test, on va prendre un cas d'une expérience randomisée simple où on observe une séquence IID, YI-OPS et DI avec évidemment DI, ça donne votre statut dans le traitement. Donc DI vaut 1 si vous êtes traité, DI vaut 0 si vous n'êtes pas traité. Donc là, c'est vraiment penser à des gens qu'on va traiter avec un médicament et on choisit avec une pièce si vous avez le vrai médicament ou si vous avez la capsule en sucre, quoi. Et donc là, vous observez ensuite l'état de santé des gens. Et cet état de santé, ça va être celui qui est observé avec traitement si vous êtes traité, qui a été observé sans traitement si vous avez reçu la capsule en sucre. Et donc, on note à chaque fois la variable manquante. Ici, c'est YI de I moins DI. C'est pas multiplié, hein, c'est comme si c'était une fonction. Et donc ça, c'est le truc que vous observez jamais. Donc vous observez jamais la variable qui manque quand c'est pas le statut auquel vous êtes affecté actuellement, quoi. Et on va prendre pour hypothèse qu'il y a grand N1 unité traitée ici. Et donc comment s'écrit l'hypothèse nulle stricte ici? C'est que YI1 égale YI0 pour chacun des individus. Donc il n'y a pas d'effet du traitement. Ça, c'est l'hypothèse nulle. C'est quoi que vous ayez reçu comme capsule, c'est une capsule en sucre ou si c'est celle avec le vrai traitement, bah, en fait, il n'y a pas d'impact. Donc ça, c'est l'hypothèse nulle qu'on veut tester et qu'on cherche potentiellement à rejeter. Et donc, en fait, ce qui est magique avec cette hypothèse nulle, c'est qu'en fait, sous cette hypothèse nulle, bah, vous n'avez plus de problème de variable manquante. Parce que comme vous observez une certaine mesure des résultats selon un certain régime de traitement et que le traitement n'a pas d'effet, donc nécessairement, dans l'autre régime de traitement, vous auriez eu le même résultat. Et donc là, votre problème de variable manquante, il n'existe plus. Et donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est imaginons qu'on note grand D ops, c'est le vecteur des assignations observées. Donc ça note pour chaque individu s'il a été assigné en réalité au traitement ou pas. Et donc, ce que je vous disais, c'est que sous H0, les deux résultats sont observés. C'est-à-dire qu'on sait l'état de santé que vous auriez eu avec ou sans traitement, sous H0, hein, je rappelle bien. Donc, le problème de variable manquante, il n'existe plus. Et ce qui se passe, c'est que l'assignation au traitement, elle ne doit pas importer. Donc, peu importe si vous assignez les gens au traitement ou pas, il doit pas y avoir d'impact de cette assignation-là. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut calculer n'importe quelle statistique d'effet du traitement sous n'importe quelle permutation telle que le nombre de traités est égal à N1. Donc, par exemple, statistique d'effet du traitement, ici, ce serait la moyenne de l'état de santé pour les individus traités moins la moyenne de l'état de santé pour les individus non traités. Et donc, si vous réassignez, ça c'est évidemment sur votre ordinateur, hein, si vous réassignez aléatoirement le traitement au hasard, vous pouvez recalculer cette statistique sous H0. Parce que sous H0, si en réalité je suis traité et que maintenant mon assignation sur l'ordinateur, elle dit que je ne suis pas traité, bah, je prends la même variable de résultat parce que sous H0, le traitement n'a pas d'impact. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais l'idée, c'est qu'on peut recalculer notre estimateur sous une nouvelle assignation au traitement en utilisant l'hypothèse H0, parce que même si on n'observe toujours qu'un seul régime du traitement, l'hypothèse, elle permet de passer d'un régime à l'autre, parce qu'évidemment, il n'y a aucune différence. Donc, vous auriez eu le même résultat sous cette hypothèse-là, je dis bien. C'est toujours pareil, hein, on se place sous l'hypothèse nulle pour calculer nos statistiques.
et c'est sa distribution sous l'hypothèse nulle qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que des assignations comme ça, des permutations, potentiellement, il y en a un très grand nombre. Donc, on va peut-être pas toutes les faire parce que ça peut être un problème qui est NP difficile. Mais on va tirer, par exemple, grand B simulation, je ne sais pas, 1000, et on va réallouer le traitement de façon aléatoire, recalculer cette statistique. Donc maintenant, pour l'itération B, je regarde qui l'ordinateur me dit qui est traité, qui n'est pas traité. Je recalcule cette statistique, donc la moyenne pour les gens qui sont traités, la moyenne pour les gens pas traités avec cette allocation-là. Évidemment, en réalité, peut-être ces gens sont traités, peut-être que ces gens ne sont pas traités. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la p-value de Fisher. Donc, on va moyenner, en fait, sur tous ces tirages, le nombre de fois où on observe une statistique qui est plus extrême que la statistique observée avec le vrai traitement. Donc ça, prenez un petit peu de temps pour regarder cette valeur-là. Donc, vous voyez sous H0, on tire le traitement de façon aléatoire et on recalcule cette statistique. Et donc, si cette statistique-là, elle donne des valeurs très extrêmes à chaque fois, alors qu'en fait, des valeurs qui sont toujours plus élevées que la valeur qui est observée avec le vrai traitement, c'est probablement que le vrai traitement n'a pas d'effet, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste lié à l'aléa de mon estimateur. Et donc là, si votre p-value, elle est grande, vous avez envie de dire, là, j'ai pas d'effet, en fait. Parce que ça, c'est dans comment dire, c'est dans l'intervalle de ce que j'observe avec l'aléa naturel de mon estimateur, quoi. C'est pas un truc qui est extrême parce que mon traitement, il est hyper efficace, quoi. C'est juste que, non, c'est ma méthode et puis voilà ce que ça donne, quoi. Si inversement, vous obtenez une valeur très extrême, donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucune statistique sous aucune permutation qui est plus grande que ça, vous avez une p-value petite. Donc, par exemple, on peut prendre un seuil prédéterminé. On dit on rejette H0 si P est inférieur à 0,05 par exemple. Et donc là, c'est parce que votre θ chapeau ops, il est très élevé potentiellement. Donc vous avez un impact qui est très fort et qui n'est pas simplement lié à l'assignation. C'est pas simplement l'aléa naturel de l'estimateur. C'est vraiment que votre traitement a un impact. Donc c'est vraiment que cette assignation-là au traitement, qui correspond à celle qui a été réalisée en vrai, elle aboutit à une valeur plus extrême que les autres de l'estimateur. Donc il y a potentiellement un vrai effet. Donc ça, j'ai fait quelques petites simulations. Donc j'ai simulé mes données simplement et là, sur la gauche, il y a un vrai effet du traitement. À droite, il n'y a pas de vrai effet. Donc il n'y a pas d'effet en réalité. Ça, c'est l'estimateur. La courbe mauve, c'est l'estimateur sur la vraie assignation au traitement dans les deux cas. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai retiré plein de fois une nouvelle assignation au traitement, j'ai calculé mon estimateur et j'ai fait un graphe de la distribution de mes résultats. Donc là, ici, en fait, en réalité, il y a un vrai impact. Je trouve que mon estimateur est un peu plus de 0,4 ici. Mais donc, on pourrait dire, est-ce que c'est juste l'aléa naturel de mon estimateur ou est-ce qu'il y a un vrai impact? Et ici, on voit que quand on réassigne le traitement aléatoirement et qu'on recalcule la distribution, on a quelque chose qui est est assez extrême. Donc là, a priori, on a envie de rejeter l'hypothèse nulle. Mon traitement a bien un effet. Ici, on trouvait une valeur qui était, je ne sais pas, on va dire 0,1. Pareil, on ne sait pas si mon traitement a un vrai effet ou pas. On retire un grand nombre de fois l'assignation au traitement, on recalcule ma statistique. Et là, on voit qu'a priori, je suis dans le ventre de la distribution. Donc là, a priori, ce n'est pas que j'ai un effet extrême, c'est simplement l'aléa naturel de mon estimateur. Et là, on conclut plutôt qu'il n'y a pas d'effet, quoi. Enfin, en tout cas, on ne peut pas rejeter le fait qu'il n'y a pas d'effet. Donc, comment est-ce qu'on applique ça au contrôle statistique? Donc, on avait utilisé un cadre en fait, pour vous présenter l'intuition ces tests de permutation qui était un cadre beaucoup plus simplifié. Maintenant, le passage au contrôle statistique, il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs variables de résultats. Donc, vous avez des résultats sur plusieurs années. Donc là, il y a un peu la question de comment est-ce qu'on fait pour agréger.
Donc ici, comment ça s'applique au contrôle synthétique? Ce serait de réassigner de façon virtuelle le traitement à un état autre que la Californie et de le comparer à l'estimateur du contrôle synthétique. Donc là, comme je disais, il faut simplement agréger l'effet du traitement au cours du temps. Donc ce que les gens prennent souvent, c'est le root mean square prediction error sur la période de traitement. Donc là, si vous regardez, c'est pour la Californie, par exemple, vous faites la moyenne de l'erreur quadratique que vous faites dans la période après le traitement. Donc ça, ce serait votre estimateur du traitement ici, à chaque date, en fait. Et donc ça, vous calculez cette statistique. Ensuite, ce que vous faites, c'est, par exemple, on l'a fait pour la Californie, c'était l'objet de la section précédente. Maintenant, vous voulez le faire pour New York. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que ça ferait, pardon, si New York était traité? Enfin, on suppose que New York est traité. On recrée un contrôle synthétique pour New York. On calcule l'effet, etc. On l'agrège comme ça. Maintenant, on le fait pour Massachusetts, on le fait pour la Floride, on le fait, etc., pour plein d'autres États. Et on regarde, en fait, la valeur de cette statistique-là. Donc, si vous regardez cette statistique-là, ça, oméga étoile IJ, c'est le poids de l'état témoin J calculé pour l'état qui est placebo traité I. Ça, c'est le poids qu'a l'état J quand on veut essayer de récréer l'état I. C'est le poids qu'aurait New York quand on veut recréer la Californie, ou quand on veut recréer New York, c'est le poids qu'aurait la Floride, c'est le poids qu'aurait la Californie, etc. Et donc l'idée, c'est je réassigne aléatoirement le traitement et je regarde cette statistique-là. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est dans quelle mesure cette statistique-là est-elle plus importante quand la Californie est traitée, quand on suppose qu'un autre État est traité. Évidemment, si on suit cette logique-là, les autres États, ils ne sont pas traités. Donc la quantité ici que je surligne, bah, ça devrait être très faible. Et inversement, si la Californie a un vrai impact, cette quantité, elle devrait être élevée. Et donc, on a envie de dire, bah ouais, là, il y a un vrai impact. Donc, si on regarde ça, en fait, c'est l'effet du traitement pour la Californie et les 38 autres États. Donc, si vous regardez, en fait, c'est la courbe qu'on avait déjà illustrée tout à l'heure. Et on fait la même chose pour les autres États. Donc, vous voyez, en fait, ici, le problème, c'est que, par exemple, ici, sur le bas, hop, il y a des États, en fait, qui sont trop extrêmes. Simplement, on ne peut pas les reproduire. Par exemple, l'État qui consomme le plus de cigarettes, bah, il n'y a aucun autre État qui permet de le reproduire, parce que par définition, c'est le max, quoi. Donc, il est hors de l'enveloppe convexe. Donc, ces États-là, on peut dire, ah, ben, on ne les reproduit pas bien avant. Donc, certains États extrêmes ne peuvent pas être reproduits. Ce que je dis ici, c'est par exemple cet État-là ici, celui-là où on voit que même avant le passage de la proposition, on peut pas, enfin, de la loi, on peut rien en dire, quoi, parce qu'on n'arrive pas à le reproduire. Il est juste trop extrême. Donc là, ce que font les auteurs, c'est qu'ils éliminent ces 4 États qui sont les plus extrêmes. Et quand on arrive aux 19 autres États qui sont quand même il y a toujours des États qui ne sont pas hyper bien reproduits ici. Et quand on arrive aussi aux 19 autres États qui sont bien reproduits, donc c'est-à-dire que c'est bien reproduit avant la loi, on voit que la Californie, c'est quand même plus extrême que les autres. Donc ici, ce qu'on peut dire en fait de façon un petit peu malicieuse, hein, c'est que parmi les États les mieux reproduits, la Californie est celui qui a l'effet le plus extrême, donc il y a 19 autres États. Donc ici, la p-value, ça vaudrait 5%. Et donc, c'est significatif. Voilà, c'est selon la méthode. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on voit bien en fait qu'il y a un problème en fait avec certains états qui ne peuvent pas être reproduits, c'est des états outliers, qui ne peuvent pas être reproduits par une combinaison convexe des autres unités. Donc la statistique en fait RMSPE qu'on a vu avant, par définition, elle va être grande pour ces états et ça brouille potentiellement les résultats. C'est pas que ces états ils ont un effet et que en fait, c'est juste que l'estimateur ne peut pas être appliqué à ces autres états-là et que ça brouille les résultats. Donc une alternative plus robuste, ça peut consister à diviser en fait la statistique d'avant par la même statistique mais calculée dans la période avant le traitement. Donc l'idée, c'est de dire que RI, ça mesure la qualité du fit obtenu par le contrôle synthétique pour l'unité I dans la période après le traitement relativement à la qualité du fit pré-traitement. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez un état où l'impact est très fort, par exemple, on peut imaginer la Californie, l'impact est très fort, donc le numérateur il est hyper élevé ici,
Et inversement, il arrive à être très bien reproduit dans la période avant le traitement, donc ça va être faible. Donc cette statistique-là, elle est élevée. Et inversement, les états qui sont hyper extrêmes, donc peut-être que ça, effectivement, ça va être fort, mais avant, vous n'arrivez pas à bien le reproduire, donc ça, le dénominateur va être très élevé aussi, et donc vous allez aboutir à quelque chose qui se compense, et donc là, ouais, cette statistique-là, elle est un peu diminuée. Donc cette statistique-là, en fait, elle permet de robustifier l'inférence au, au fait que certains états en fait, sont trop extrêmes et ne peuvent pas être reproduits. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça pour la Californie ici? Donc, on voit qu'avec cette statistique-là, la Californie est de loin la plus extrême. Et donc, les autres États, en fait, la statistique, elle est plutôt ici. Et donc, en fait, tout ça, ça aboutit plutôt à conclure que la Californie, l'impact de ces lois contre le tabac, il a été positif de façon, enfin positif. Ça a diminué la consommation de tabac par tête de façon significative. Petite conclusion pour terminer, je regarde le chat. Ok. Donc, petite conclusion. Alors, donc ce qu'on a vu ici, c'était la méthode du contrôle statistique. En fait, il faut voir, en fait, c'est une méthode qui est extrêmement populaire maintenant, que ce soit dans la recherche ou dans l'administration. Et je pense que de plus en plus, enfin, j'ai vu des gens qui présentaient de chez Facebook aussi, où ils utilisaient pas mal ça, en fait, pour reproduire des statistiques sur des villes, parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement tout randomiser. Mais par ailleurs, hein, c'est petit aparté, mais toutes ces méthodes qu'on voit en économétrie, les trucs randomisés, etc., on pourrait dire, ah, ça sert à rien, sauf si on fait de la recherche. Mais en fait, c'est faux parce que faire une expérience randomisée, ça s'appelle juste un A/B testing, en fait, dans les boîtes de nouvelles technologies. En fait, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et qui fond et qui peut être important de maîtriser. Donc, en fait, toutes ces techniques d'inférence causale, on peut dire, ah, c'est des cas particuliers. En fait, les compagnies technologiques sont pas mal appropriées et ça peut être utile aussi dans ces contextes-là. Donc, pour revenir au contrôle synthétique, donc cette méthode du contrôle synthétique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise des données agrégées pour construire un contrefactuel. Pareil, c'est contrefactuel avec un E ici, de l'unité traitée qu'on va appeler l'unité synthétique. Cette unité synthétique, c'est une combinaison convexe des unités traitées, de sorte à assurer un appariement avec les caractéristiques et les résultats pré-intervention de l'unité traitée. Vous faites une pondération avec des poids qui sont positifs et qui somment à 1, de sorte à matcher au mieux les caractéristiques de l'unité traitée. Et ce qui se passe ensuite, c'est que l'effet du traitement, il est estimé comme la différence entre le résultat de l'unité traitée et celle de l'unité synthétique. Et enfin, l'inférence est basée sur une procédure de permutation. Donc évidemment, il y a plein d'autres choses à dire en fait sur cette méthode-là, mais ça, c'est une première introduction. Donc en fait, petit avertissement en fait sur cette méthode-là, c'est comme avec n'importe quelle méthode statistique, ça a été utilisé pour s'appliquer à un problème particulier et ça ne permet pas de s'affranchir en fait de regarder ces données. On a vu quand même avec la Californie, donne un résultat un petit peu magique, hein. Vous avez cette courbe qui au début ne matche pas et après une fois que le contrôle statistique passe, ben, on a un match quasi parfait et en fait là ça marche bien, mais parfois ça peut être appliqué bêtement et donc un peu dévoyé, quoi. Donc en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois l'unité traitée elle est trop différente et elle peut pas bien être reproduite. Donc dans ce cas-là, si vous appliquez le contrôle synthétique sans regarder vos données, ça va créer un fort biais en fait parce que simplement ok, vous avez une unité synthétique, mais c'est pas pour autant qu'elle est comparable en fait à l'unité traitée. Il faut regarder ce que ça donne, quoi. La méthode, elle marche également sur les données de panel qui sont assez longues, avec un nombre limité d'unités non traitées. Avec des données microéconomiques, c'est un petit peu plus compliqué, notamment parce que la dimension du paramètre de poids, elle s'accroît avec le nombre d'unités traitées. Et donc ça, vous pouvez avoir des problèmes de solutions qui ne sont pas uniques, etc. Donc pareil, dans la littérature, ça a été un peu regardé, mais toujours faire un petit peu attention à ça, quoi. Et c'est toujours mieux, en fait, si vous avez un grand nombre de dates, parce que vous pouvez, surtout avant le traitement, parce que vous pouvez observer ce qui se passe avant le traitement. Donc si vous avez qu'une ou deux dates avant le traitement, c'est pas terrible. Vous en voulez plusieurs pour voir comment évolue votre unité synthétique avant le traitement. Et enfin, la procédure de test par le test de Fisher, ça peut être long en temps de calcul. Et il y a aussi des méthodes qui permettent de calculer les intervalles de confiance par inversion. Enfin, ça, je pense que vous connaissez, hein, en deuxième année.
les histoires de dualité entre test et intervalle de confiance. Donc, vous savez très bien que vous pouvez tester l'hypothèse de nullité en regardant l'intervalle de confiance. Donc, par exemple, si 0, il n'est pas dans l'intervalle de confiance, vous concluez à ce que on rejette le test de nullité d'un effet. En fait, ça marche inversement. En fait, si les tests, tous les tests pour lesquels on ne rejette pas, ça va être inclus dans l'intervalle de confiance. Donc là, en fait, à partir de ces tests de Fisher, quand on sait tester, on sait par définition construire un intervalle de confiance. Non, c'est pas parce qu'on sait construire un intervalle de confiance que c'est facile ou pratique de le faire. Et notamment ces méthodes de calcul par intervalle de confiance par inversion. C'est pas toujours le cas, mais ici, en fait, c'est assez exigeant en temps de calcul. Donc ça peut être assez, assez compliqué à faire. Quelques ressources en ligne. Donc si jamais votre présentation ma présentation ne vous a pas plu, pardon, vous pouvez aller voir cette petite vidéo YouTube euh, qui est, euh, qui est quand même très bien. Donc ça permet aussi d'utiliser son temps YouTube de façon productive. Si vous voulez utiliser la méthode, elle a été implémentée dans R, Stata, MATLAB et elle est disponible à cette adresse-là. Sur mon GitHub, j'ai fait des petits trucs en Python aussi. Euh, voilà, ça peut aider à commencer. C'est pas des packages euh, à proprement parler, mais si jamais vous préférez Python, c'est toujours ça. Donc, sur les tests de Fisher, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce bouquin Dimbens et Rubin, chapitre 5, et il y a d'autres articles sur le type d'incertitude, vous avez ce papier-là. Et enfin, une petite bibliographie, donc les références principales, c'est les trois articles que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Maintenant, vraiment un peu plus côté méthodologie, il y a cet article qui est sorti en 2019 qui est vraiment bien, euh, qui est hyper, euh, qui est hyper simple à comprendre, qui est hyper illustratif et qui est vraiment méthodo et il n'y a pas trop de théorie, quoi. C'est vraiment comment on fait, quels peuvent être les problèmes qu'on rencontre, etc. Donc vraiment, s'il y a un papier à lire pour quelqu'un qui veut appliquer la méthode, je le recommande fortement. Donc, références supplémentaires, en fait, vous avez voilà, le truc qui se sont développés ici et là. Notamment, vous avez des méthodes de complétion de matrices qui cherchent comment dire, enfin, réinterpréter le contrôle synthétique avec des méthodes de complétion de matrice. La théorie, on a écrit un truc en fait sur la théorie. Et donc, si vous avez plus de détails dans le cours, en fait, en troisième année, on fait ce cours au deuxième semestre qui s'appelle Machine Learning for Econometrics. Et donc, c'est un chapitre en fait du cours. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais d'ailleurs, en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre ce cours, hein, simplement, mais le poly, il est sur mon site web. Donc, vous pouvez y aller, télécharger le poly, et puis ça vous permet de voir si jamais vous voulez prendre le cours, vous pouvez regarder si en fait vous voulez vraiment prendre le cours vu le poly, ou si en fait vous en passez très bien et vous pouvez lire ça dans votre coin. Dans tous les cas, c'est disponible en ligne. Et il y a aussi une petite partie de la littérature machine learning qui s'intéresse à ce type de problème-là. Donc, c'est des trucs qui sont utilisés en fait un peu partout. Vous avez ce papier-là dans JMLR, Journal of Machine Learning Research, et vous avez Belkin et co-auteur en 2018. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur la présentation ou sur le petit projet après, hein, vous pouvez poser vos questions, ceux ou celles qui font le projet. Non, non, pas de questions. Euh, Ça vous a semblé clair ou ouais. Donc les slides, soit vous les avez reçus par mail, soit je les ai mis dans le chat. Bon, bah s'il n'y a pas de questions,
on va se quitter. En tout cas, s'il y en a d'autres questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je peux mettre mon adresse email dans le chat. Hop, atensave.fr. Donc que ce soit pour le projet ou juste pour des questions comme ça, parce que vous avez un truc que vous avez mal compris ou vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Voilà, il y a ces ressources-là sur Internet, vous pouvez regarder. Et je pense que c'est tout pour moi. Très bien, donc je vous souhaite une bonne journée et à ce que j'ai compris, bon courage pour le mi-parcours d'économétrie. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Journée. Au revoir.